a commencé ce travail juste avant que les femmes ne prennent la parole sur les réseaux sociaux, sur les agressions sexuelles qu'elles subissaient, juste avant le mouvement MeToo, Balance ton porc, et que, alors que nous, on avait l'impression de travailler de façon isolée dans notre coin, on a découvert que de partout, ces questions surgissaient, et on s'est retrouvés finalement à faire la chronique d'un mouvement social en cours, alors que on ne s'y attendait pas. Qu'est-ce qu'elles veulent, toutes ces personnes qui manifestent? Plus d'égalité? Moins de patriarcat? Parce qu'en fait, en faisant ce travail sur la sexualité, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas seulement traiter ça par en fait, comment connaître son corps ou avoir accès à l'orgasme, parce que même des femmes très informées et qui avaient tout un discours sur leur émancipation, leur désir de liberté, se retrouvaient dans des impasses en fait, et souvent des impasses relationnelles. Donc on essayait de se demander comment c'était possible, en fait, malgré toute la liberté supposée qu'on a, d'être dans ces impasses et de finalement ne pas vivre l'émancipation promise. Pourquoi ça serait pas justement un programme, l'égalité dans la sexualité, pour commencer? Pourquoi tout ce qui n'est pas pénétration, c'est les préliminaires. Le vrai rapport sexuel, c'est à partir du moment où il y a pénétration. Sinon, c'est pas vraiment un rapport. Pourquoi ? Et c'est vrai que dans les médias ou quand on lit des choses autour de la sexualité féminine, on a souvent des solutions ou des pistes de travail qui sont très individuelles en fait. Il faudrait travailler sur soi, apprendre à communiquer avec son partenaire, apprendre à lâcher prise. Et en fait, on s'est aperçu que souvent ces solutions, c'était pas si facile de les mettre en place et que même quand on essayait de les mettre en place, on était souvent confronté à des difficultés. Et nous, ce qu'on avait envie de faire à travers ce travail aussi autour du livre et du film, c'était d'arriver à repolitiser un peu ces questions pour arriver aussi à trouver des stratégies et des solutions qui soient politiques et collectives. Et on a cette impression de... Voilà, le mot collectif, il peut faire peur dans les questions de sexualité parce qu'on a cette image que ce serait ce qui relève de l'intime, du plus privé qui soit, alors que en fait, les rapports sociaux, les rapports de pouvoir, les rapports patriarcaux qui traversent la société, ils impactent très fortement nos sexualités. Et on a pu le voir dans les différents témoignages, le poids de la double journée de travail des femmes, voire de la triple journée des femmes, le poids des normes qui pèsent sur le corps des femmes, la question du consentement, des violences sexuelles. Et tout ça, en fait, ça a un impact concret sur la façon dont on vit nos sexualités. Et c'est vraiment cette question qu'on avait envie de mettre en avant et de travailler ensemble dans un horizon plus politique. Alors est-ce que ça veut dire que finalement la norme sociale fait, je ne sais pas d'où ça viendrait, mais que ce qui importe le plus, c'est le plaisir masculin ? Ça, c'est une bonne question. En fait, ce qui était frappant, c'est de finalement redécouvrir à quel point le rapport sexuel est un rapport social et comment la façon dont on a des échanges sexuels et politiques en soi, ce qui n'est pas nouveau parce que c'était déjà politisé sous ces formes-là dans les années 70, mais aujourd'hui, ça ressurgit fortement avec cette prise de conscience que les choses n'ont pas autant avancé que ce qu'on le croit souvent. On croit que c'est le spermatozoïde qui arrive et qui rentre dans l'ovule tout seul. En réalité, on le voit là, il y a des récepteurs. Donc il y a des récepteurs sur l'ovule. Et en fait, il y a des molécules sur l'ovule et spermatozoïde. Il faut d'abord que ces molécules se reconnaissent, s'accrochent ensemble. Donc là, au lieu de montrer quelque chose qui est lors de la compétition, il y a beaucoup d'éléments qui sont plutôt en faveur d'une collaboration entre les deux gamètes pour qu'ils puissent se rencontrer. En parallèle des ateliers, en fait, on a mené l'enquête aussi auprès des personnes qui justement font des recherches sur la sexualité. On est allé voir des sexologues, des journalistes, des chercheuses, des personnes qui vont se poser ces questions et même voir constater que d'un point de vue statistique, ce qui se disait dans les discussions se retrouvait. Typiquement, l'écart d'accès à l'orgasme entre les hommes et les femmes, ce qui reste très fort. Alors, il y a l'argument biologique selon lequel c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes, mais en fait, dans nos recherches, on découvre que c'est les barrières sociales principalement qui créent cette inégalité d'accès à la jouissance. Et la jouissance, en fait, c'est
un terme intéressant parce que ça recoupe même le rapport entre les hommes et les femmes au niveau social, c'est-à-dire qu'on va clairement ne pas jouir autant les uns que les autres, parce que ce qu'on retrouve d'écart dans la sexualité, on le retrouve aussi dans la société, et donc en fait on va en arriver au constat en menant cette enquête que peut-être que pour atteindre le plaisir féminin, il faudrait abolir le patriarcat. Mais alors là, comment faire ? Nous, on a un plan pour changer les choses. On va actualiser notre corps nous-mêmes, apprendre ce qu'on ne sait pas encore, rencontrer ceux et celles qui construisent les nouveaux récits égalitaires, écrire une nouvelle version de l'histoire, et même monter un programme secret contre la domination masculine. Et donc en fait le film c'est une forme de comédie documentaire où à travers nos recherches, le film fait la chronique de ce qui se passe actuellement et aussi cherche des pistes concrètes d'émancipation. En faisant des recherches, on a découvert dans différents endroits des personnes qui vont inventer des cours d'éducation à la sexualité à destination des jeunes, qui essaient d'abolir les clichés sexistes et de proposer des nouveaux récits, par exemple sur la reproduction. On va découvrir des journalistes qui essayent de proposer des nouvelles façons aussi d'avoir des rapports sexuels qui sont moins axés sur des schémas habituels. On va on va rencontrer des personnes aussi qui développent des imaginaires différents, même dans la façon dont on pense ce qu'est être un homme, ce qu'est être une femme, et même remettre en question les notions d'homme et de femme, et finalement cette binarité sur laquelle la société se construit et la domination se construit. Et on s'aperçoit aussi beaucoup que dans la façon dont on est éduqué, dont on est socialisé en tant que femme, on nous apprend en fait à faire passer le désir et le plaisir des autres avant le nôtre. Et ça, dans le domaine de la sexualité, c'est particulièrement flagrant. Et c'est aussi une façon de donner des outils aux femmes et des pistes de réflexion pour leur permettre de reprendre concrètement le pouvoir et le contrôle dans leur sexualité, comme dans la société en général d'ailleurs. Il y a une force avant-gardiste du féministe avec laquelle il faut renouer ici et maintenant, précisément dans ce moment de crise. Et cette idée, c'est parce que si à un moment donné, le mouvement féministe coalisé se met à arrêter de produire et de participer à cette machine capitaliste, alors le capitalisme est complètement grévé dans ses fondements, parce que s'il n'y a plus de reproduction de la famille, s'il n'y a plus de reproduction des hommes, s'il n'y a plus de reproduction de care, s'il n'y a plus de travail gratuit, eh bien justement il ne peut plus avoir ensuite la machine du mode de production qui s'emballe. On pourrait imaginer en fait un mouvement de grève sur la violence.